après-midi, on va déjà commencer, si vous voulez, par un retour sur les tables thématiques. Donc, il y avait 8 tables thématiques avec un petit challenge, si vous voulez, c'est qu'en fait, chaque synthétiseur va effectivement présenter en moins de 3 minutes le fruit, effectivement, des échanges qu'il y a pu y avoir sur la table. Alors, je vais employer une petite référence par rapport à ça. L'accent sera pas très bon, mais je sais pas si vous aurez la rêve, vous me le direz. Vous avez 8 secondes pour nous dire que la réflexion sur les tables, c'est de la dynamite. Voilà, hein, donc si vous avez la rêve, tant mieux. Pour les anciennes générations, quasi c'est sûr. Ah oui, et puis pour les plus jeunes, peut-être un peu plus compliqué. Voilà, donc on va se lancer, on va y aller. Voilà, hein, et donc alors j'ai pas le droit de faire de pub, je ne citerai évidemment pas là. Voilà. OK. Allez, donc on y va. Alors, donc les tables thématiques. Le premier groupe, donc, c'est l'Evidence-Based Medicine, excusez-moi pour mon anglais, un modèle à suivre pour promouvoir la recherche en soins infirmiers. Donc, je rappelle, là, c'est vraiment une présentation synthétique. Il n'y a pas entre guillemets, d'échanger de débat. C'est punchy, on y va et voilà, et on fonce. Allez, c'est parti. Donc, la personne synthétiseur du premier groupe, l'Evidence-Based Medicine. Voilà. Donc, Dave. Allez, Dave. Yeah! Tu viens? Vas-y, oui. Tiens, viens. Allez, vas-y. En fait, c'est sa fin de carrière, c'est l'explosion en vol. Ouais. Alors, d'abord, c'est bon? Oui, c'est un geste transgressif pour débuter. On a changé le terme pour evidence-based nursing. Oui. Ah, voilà. Alors, donc, on s'est entendu, j'avais une table absolument fabuleuse avec des gens qui étaient très articulés, donc un outil important, en fait, pour les sciences infirmières, mais, alors il y a des nuances, c'est important, mais tout n'est pas quantifiable. Souvenons-nous de la pyramide de Cochrane avec les essais randomisés au top de la pyramide. Alors, tout n'est pas quantifiable. Donc, c'est important aussi que, en fait, le danger, c'est l'imposition de cadres rigides, quantitatifs la plupart du temps. Et oubliez pas que ce mouvement-là, on s'est entendu aussi pour dire qu'il y avait des influences politiques et des influences économiques. Donc, c'est pas que de la science qu'il y a derrière ça. Ensuite de ça, on a parlé aussi de l'importance de la diffusion des données probantes, mais en tenant compte des différents contextes dans lesquels on travaille, parce que c'est ça, il faut tenir compte de ça aussi. Maintenant, certaines menaces, ce qu'on a soulevé, c'est que dans l'imposition de cadres comme ça très rigides qui viennent avec les données probantes, vous savez, parce qu'avec ça, il y a des corrélats qui s'appellent les pratiques exemplaires. Donc, la question de l'individualisation des soins est menacée. Ça, c'est rapporté dans les écrits scientifiques. Et aussi, la relation soignant-soigné. Vous savez, on s'est interrogé sur toute la créativité. Et en fait, on pourrait appeler ça l'art infirmier. Dans quelle mesure ce type d'approche-là ne met pas en péril aussi toute cette flexibilité qu'on a dans le soin? Alors voilà, c'est ça. Alors là, extraordinaire, hein. Là, honnêtement... Alors là, on est parti sur des chapeaux de roue, hein. Là, on peut le dire, hein. Là, ça y va, hein. Là, ah oui, là, il y a un challenge pour ceux qui suivent, hein. Ouais. 1 minute 30, hein, quand même, hein. Bon, bref. Allez, deuxième groupe, s'il vous plaît, le PHRIP, donc frein et levier, quel retour sur le terrain. Et puis, donc c'est Benoît, hein, c'est ça? Benoît Chalençon qui va présenter la synthèse du groupe. J'ai un petit peu l'impression d'être un joueur remplaçant qui prend la place de Zinedine Zidane, si vous voulez, là. C'est bon? C'est bon, c'est parti. Nous, on a été à une table donc sur la question des freins et des leviers à la mise en place des projets de recherche des PHRIP, Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale. En guise d'introduction, déjà, c'est peut-être la question d'un consensus autour d'un manque de culture, qu'elle soit au niveau individuel ou au niveau institutionnel. Finalement, pas grand monde connaît ce que c'est que la recherche infirmière et le PHRIP. Du coup, le raisonnement, il se traduit assez simplement par d'abord l'idée de déployer la question des freins au niveau individuel et au niveau institutionnel, puis on verra les leviers dans la même logique. Alors, la question des freins individuels,
revient en premier la question de la méconnaissance, qui est un frein qui est partagé avec la question institutionnelle également. La question de la légitimité des infirmiers à prendre l'initiative de s'engager dans une recherche est également au premier plan, tout comme la question de la motivation aussi, parce que c'est pas si simple que ça de réussir à se dire « Waouh, dans quoi je m'embarque ?» quoi. La question des compétences recherche, alors bien sûr, il y a des offres de formation, il y a des DU qui existent, mais quid de leur accès également. Et enfin, il y a la question du relatif isolement, solitude de l'infirmier en recherche aussi, qui parfois quand il a la bonne idée, peut se sentir un peu seul dans cette histoire. Sur la question institutionnelle, on retrouve également la méconnaissance, je vous l'ai déjà dit, avec aussi peu ou pas de soutien de vous les institutionnels. Désolé, mais il faut que je vous le dise aussi comme ça, parce que c'est le retour de la table. Puis j'ai même un deuxième truc pas simple à vous dire aussi, on a même parlé d'hypocrisie institutionnelle, c'est-à-dire que, ok, les institutions, elles sont pro-recherche, elles en veulent, mais quand à dégager du temps pour les infirmiers, c'est encore une autre histoire. Alors effectivement, hein, les institutions, elles ont beaucoup de mal aussi parce qu'il y a beaucoup de turnover dans les services et constituer des réflexions, ça s'inscrit aussi dans des dynamiques d'équipe et ça, c'est pas simple pour eux. On va bien le reconnaître aussi. Alors, il y a aussi la question de la lourdeur administrative de l'institution à réussir à faire tout ça. Et puis, peut-être que le dernier point, c'est la question d'un croisement entre une responsabilité individuelle et une responsabilité institutionnelle qui doit réussir à se conjuguer au service de la recherche. Et pour la dernière minute, sur les leviers, il y en a un peu dans tous les sens, mais à la question d'un support, d'une équipe de recherche, donc des compétences identifiées auprès de collègues qui soient à côté de nous, l'idée d'institutionnaliser une politique institutionnelle et peut-être même territoriale sur la question de la promotion de la recherche, l'idée aussi de rapprocher des professions paramédicales et médecins dans un même objectif qui est d'abord celui de la question de l'amélioration des soins au pied du patient, si je puis dire. La nécessité peut-être aussi de vulgariser, de simplifier et de rendre beaucoup plus accessibles les propos recherche que ce qu'on peut le faire auparavant. Et il me reste peut-être 20 secondes pour conclure autour de l'idée simple que finalement ces rencontres, elles sont peut-être un excellent moyen, un excellent levier pour réussir à promouvoir la question de la recherche infirmière à travers des rencontres, des formations et des nouveaux apprentissages. Merci. Eh ben voilà, ouais. Bravo. Ah là vraiment c'est high level, hein, donc il y a la pression. là je commence à douter de mes capacités à pouvoir suivre dans l'après-midi, hein, là, parce que là c'est high level. Hein. Moi j'ai 2 questions. Alors, je suis Noémie Sperrer et je suis infirmière en pratique avancée en Haute-Savoie. À La Roche-sur-Foron, j'ai 2 questions. C'est est-ce que je peux bénéficier du temps qu'ils ont laissé ? Du tout. On savait pas. Alors j'ai oublié pardon pour votre thème, excusez-moi. IPA et recherche en soins psychiatriques, quels apports possibles ? Pardon. Hein. Et deuxième question, Benoît, quand on est le remplaçant du remplaçant, ça s'appelle comment ? Ok. Allez, c'est parti. Oui. Pour nous donc, les IPA, pour nous, en tout cas, on l'a vu comme un vecteur d'acculturation de la recherche. En effet, on se voit en tout cas comme un ascenseur dans un double mouvement du terrain vers la recherche et de la recherche vers le terrain. Pour ça, on a retenu 3 éléments importants. Notre formation, tout d'abord, un décret ciblé recherche avec un statut, ce qui nous offre certaines possibilités, un enseignement systématique dans notre formation, plus ou moins variable selon les universités, on va pas polémiquer. En tout cas, une expérience réelle, là aussi variable, mais quand même une expérience de la recherche, que ce soit par le biais de nos mémoires ou par le biais de PHRIP ou autre. Sur les compétences, tout va bien, merci. Sur nos compétences, en tout cas, on nous a bien bourré le mot avec ça, mais n'empêche que ça marche. Une compétence recherche de fait, des compétences de leadership, des compétences de collaboration qui sont aussi essentielles pour la recherche, des connaissances sur comment on fait une biblio, où on va chercher l'info, mais aussi une dynamique IPA très importante, très proactive et où on forme notre propre meute, qui, vous verrez, hein, on partage avec plein de monde, mais on essaye de faire la nôtre aussi. Et puis, on est au croisement de nombreuses pratiques et ça fait travailler nos compétences de collaboration. Et puis enfin, on a une pratique, je suis large, une pratique qui est principalement clinique, donc ce qui nous permet d'amener la recherche auprès des personnes concernées en premier lieu comme vecteur d'amélioration de la qualité des soins, auprès des équipes soignantes où on peut amener la recherche, amener les innovations, les dernières données, mais aussi accompagner les équipes pour leurs propres projets et initier et structurer les démarches. Au niveau institutionnel, parce qu'on a du temps dédié,
quand même un peu. Et puis une participation aussi aux différentes instances qui nous permet de structurer la recherche paramédicale. Bien sûr, on a aussi des freins, comme tout le monde, hein, un temps limité par rapport à la recherche, une légitimité à gagner, évidemment sur différents plans et avec l'ensemble des personnes avec qui on travaille. Mais vous pouvez nous faire confiance en tout cas sur nos valeurs, nos convictions et notre volonté farouche de valoriser le travail soignant. Ça se passe comme ça chez nous. Ouais. Décidément, je suis peu pollué par la publicité, hein, vous avez pu le constater. Hein. Allez, 4e groupe. Comment communiquer autour d'un travail de recherche en soins en psychiatrie? Bonjour à tous, je suis Vanessa Rosier, neuropsychologue à la MAS de Claveyzol en psychiatrie. D'ailleurs, ils sont tous là-bas et merci. On a une démarche de recherche, on va créer une cellule recherche et c'est la direction qui nous a inscrits, en fait, d'office, pour venir avec vous. À Ludovic, hein. Ça s'appelle un miracle, hein. Alors, et puis merci au groupe aussi. On avait un groupe très hétérogène avec des accompagnants, des documentalistes, des journalistes, des infirmiers, la neuropsychologue. Donc, c'était très riche en termes d'échanges et les attentes étaient très variées. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Alors, comment communiquer au cours d'un travail de recherche? Alors déjà, on s'est posé la question de la base. On communique pour qui? Avec qui? Avec des pairs, aidants, chercheurs, des personnes concernées, des familles, d'autres professionnels, la population générale, des financeurs, en colloque, pour un appel à projet. Tout ça va influencer finalement le comment. On communique par qui? Est-ce que c'est un père aidant, par exemple, qui communique avec d'autres personnes concernées? Dans ce cas-là, il pourra peut-être passer par la communication expérientielle. Et notamment aussi, dans quel but et pourquoi on communique? Parce que si la recherche donne d'abord des réponses, elle donne surtout des questions en fait. Et plus elle donne de réponses, plus elle donne de questions. Donc dans quel but? Est-ce que c'est le but de poursuite de recherche? Est-ce que c'est le but de vraiment fournir une réponse et un mode d'emploi, peut-être, pour une pratique? Tout ça, ça questionne. Ensuite, sur le comment, on est parti sur diverses pistes. D'abord, il y a les écrits, passés par des revues spécialisées, par des articles, par son réseau, pour communiquer, par exemple, sur LinkedIn, de nos recherches, de ce qui est en cours, de ce qu'on aimerait faire. On s'est aussi posé la question de la vulgarisation, finalement. Est-ce que on doit vulgariser? Ça dépend à qui on s'adresse, finalement. Le langage qu'on doit utiliser, le niveau du langage, la stratégie, le support, finalement, le message et la tonalité de ce message. On s'est aussi posé la question de la limitation, parfois, institutionnelle, dans cette communication et sur ce comment communiquer. Et finalement, on s'est rendu compte que parfois il fallait sortir de l'institution pour mieux revenir et mieux rentrer dans l'institution. Parfois passer par au-dessus, par l'ARS par exemple. On s'est aussi demandé si les chercheurs, dans le comment, s'étaient saisis finalement de tous les outils qui étaient à leur disposition et notamment des chargés de communication qui peuvent être parfois dans les institutions. Et on s'est posé la question de la temporalité. Quelle temporalité finalement accorder à cette communication? On s'est aussi questionné sur la modalité, finalement, en se disant que finalement, limiter les canaux fermés, standardisés de communication pour favoriser quelque chose de plus de l'ordre de l'échange de la communication comme aujourd'hui, pouvait servir à l'intégration de ces données de recherche et des résultats de recherche. Parce que communiquer pour la recherche est un pilier, et le monde de la recherche est un autre monde pour beaucoup. Je vais conclure en disant que communiquer, c'est différent de transmettre. Et on s'est aussi posé la question de qu'est-ce qu'on cherche à faire. Est-ce que je cherche à transmettre? Et dans ce cas-là, ça demande encore une autre temporalité et des critères supplémentaires comme un besoin de stabilité des équipes, du réseau et de l'institution. Là, j'en ai la chair de poule. Ouais, allez. Allez, le groupe 5. Travaux de recherche quantitatifs et qualitatifs. Quels outils pour faciliter les études? Et donc, je crois que c'est Grégory. J'ai explosé. Viens là. Présent. Qui tu es, ta fonction, s'il te plaît.
Oui, bonjour. Je me suis positionné au dernier moment parce que j'avais faim et qu'il fallait un synthétiseur. Donc, je m'appelle Grégory Mikolov, je suis cadre supérieur de santé au CHU de Montpellier. Et donc, du coup, j'étais sur le groupe recherche quantitative et qualitative, quels outils pour faciliter les études. Alors, la particularité de notre table, c'est que on a travaillé comme une équipe très interdisciplinaire ou multidisciplinaire ou pluridisciplinaire, avec vraiment des personnes d'horizons complètement différents. Et du coup, ça a suscité, vous imaginez, un débat assez chaud, c'est le mot ? Oui, t'es d'accord ? Donc, on va dire passionné, parce qu'il y avait beaucoup d'engagement de tous ces chercheurs qui se posent beaucoup de questions, à la fois sur leur pratique et sur ce qu'est la recherche. Et du coup, chacun a donné son point de vue très incarné pour le coup, avec des oppositions nettes, c'est-à-dire des pros qualitatifs, qui disent que certaines questions qui touchent à l'humain ne relèvent pas du tout du quantitatif, vous imaginez bien, et des partisans de la mixité, et des utilisateurs peut-être de méthodologie, mais avec des manières de l'utiliser un peu différentes. Donc, il nous a fallu un petit moment pour faire connaissance, et donc, du coup, des échanges divers pour dépasser ce débat passionné. On est revenu à un questionnement. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas, quoi, autant d'un côté que de l'autre. Du coup, c'est la petite synthèse que je vous propose. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait que 3 minutes. Avec moi, il faut se méfier parce que... Là même, c'est plus qu'1 minute 20. Hein. Voilà. Donc la petite synthèse, finalement, on va dire que suivant les méthodologies, on va pas produire les mêmes connaissances, on parle pas de la même chose. Et du coup, la place du chercheur n'est pas à la même place non plus. Donc, du côté du quanti, on va être dans une rationalité plus explicative, c'est-à-dire que par rapport à l'objet de recherche, il y a une position plus extérieure par rapport à la méthodologie et aux outils utilisés du chercheur. Là où dans l'approche qualitative, l'implication nécessite un travail justement de distanciation de l'objet de recherche par le chercheur lui-même qui doit se poser la question de en quoi je suis traversé par cet objet de recherche que je veux un petit peu problématiser et questionner. Donc voilà, on a un peu fait consensus autour de ça, ce qui a arrangé les pro-qualitatifs et les pro-quantitatifs, et pour les mixtes, qui étaient ravis. Voilà, merci pour votre écoute. Sans faute. Hein. Pour le moment, c'est le grand chelem. Hein. C'est un sans faute. Donc c'est un sans faute. Hein, de la part de nos synthétiseurs. Allez, le groupe 6, donc c'est la place de la recherche participative et les enjeux de son développement pour demain. Présente ton nom et ta fonction. On m'avait promis des confettis, je suis très déçue. Donc je suis Camille, infirmière sur le centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir. Et donc, tu as lu déjà le thème. Alors nous avions une table très riche en termes de profil, on va dire. Une médecin, 4 sup, une IDE et il y avait un seul garçon. Une formatrice, mais surtout, j'ai fait le calcul là pendant que je stressais. Un tiers de la table était composé par des personnes concernées par un trouble psychique et ou une problématique de santé mentale. Intéressant, me direz-vous, pour une table qui parlait de la recherche participative. Chacun a pu exposer très très longuement ses motivations et donc on s'est rendu compte que on partageait des questionnements en commun. On a ensuite fait un brainstorming sur ce que chacun pensait de la recherche, de ce qu'était la recherche participative. Ça a amené effectivement chez nous aussi quelques débats, certainement moins endiablés que chez vous, mais bon. Et puis ensuite, on s'est référé à une définition parce qu'on n'est pas tellement tombé d'accord. Et donc, on est allé sur le site de l'INSERM qui dit, pour ceux qui, comme moi, n'avaient pas de définition claire, donner leur place aux citoyens dans la production des savoirs et de l'innovation aux côtés des chercheurs, c'est l'objectif de la recherche participative. Cette modalité de recherche peut concerner tous les domaines scientifiques et tous les sujets.
je crois qu'on était d'accord pour se concentrer sur le soin, sous des formes extrêmement variées. Elle favorise une science à l'écoute des enjeux sociétaux. La suite de la définition est très intéressante, mais je vais m'arrêter là parce que on est rattrapé par le temps. Et donc la question initiale, parce que c'était juste l'introduction, c'était les enjeux et la place. Alors on a réfléchi sur la place, une place qui nous semblait importante dans l'expression et l'exposition de la citoyenneté dans les différentes instances ou plutôt disciplines telles que celle de la recherche. Donc ça permettait un savant mélange aussi entre une expertise méthodologique maîtrisée qui permet la retranscription de problématiques soulevées par des personnes concernées. Et elle pouvait aussi permettre une vision holistique des questions de recherche et le développement de l'intelligence collective. Ensuite, on a parlé des enjeux. Permettre une approche peut-être un peu plus décomplexée qui me tient à cœur de la recherche, une horizontalisation, c'est dur à dire, hein, des rapports, forcer et contraindre l'écoute des personnes concernées. Ces mots sont choisis volontairement. Un lien entre la pratique, la théorie et les connaissances, modifier les représentations et les enjeux de pouvoir que peuvent représenter les questions de recherche, en laissant et en donnant de la valeur à la personne concernée et aux chercheurs. Et enfin, c'est une question éminemment politique pour permettre un levier de modification des pratiques et de l'innovation pour ne pas que la recherche reste dans le tiroir. Alors, il nous reste 2 thèmes. C'était 2 thèmes pochette surprise. Puisqu'ils n'étaient pas, c'était des thèmes libres et donc c'était à la table de choisir. Donc je vais appeler le premier thème libre. C'est donc un avenir souriant pour la psychiatrie. Point d'interrogation. Donc c'est vous qui. Allez, venez. Pas de souci. Installez-vous. Votre nom et votre fonction. Alors, Dominique Lavallée, donc déjà je remercie ma table, c'était très dynamique. Le thème, en fait, vous avez dit un avenir... Un avenir souriant pour la psychiatrie, point d'interrogation, mais je crois que vous aviez 2-3 lignes après, j'ai pas eu le temps de tout prendre. C'est ça. Alors, comment se servir de l'histoire de la psychiatrie pour déstigmatiser la psychiatrie et sensibiliser les jeunes à la santé mentale? Voilà, c'est ça le thème en fait. Je répète, comment se servir de l'histoire de la psychiatrie pour déstigmatiser la psychiatrie et sensibiliser les jeunes à la santé mentale. Voilà. Donc, la population choisie, c'était un groupe de jeunes lycéens. En première bac pro accueil, on leur a donné 2 ans. Pas de notion de performance ou de résultat, aucune pression, pour préparer une expo et un repas pour 80 personnes. Alors, le choix, c'est François Toscaïès. Donc, François Toscaïès, on part de la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, la résistance à Saint-Alban. Ensuite, on part de la culture, parmi les résistants, Paul Éluard, Denise Glaser, etc. Et puis de l'art brut aussi, avec Dubuffet, Forestier. Ensuite, on arrive à la psychiatrie. Donc, il faut quand même une année pour progresser petit à petit. Hein. On arrive à la psychiatrie avec des troubles anxieux suite au Covid, dont beaucoup de jeunes souffrent à l'heure actuelle. Ils sont en bac pro. Les profs essayent de les maintenir jusqu'au BTS pour qu'ils aient une vie régulière, des cours à heure fixe, des repas, un sommeil, pour éviter qu'ils prennent des médicaments. Il y en a de plus en plus qui prennent des médicaments. Autour d'eux, il y a pas mal de dépression. Donc, ils ont déjà entendu parler de la dépression. Donc, c'est faire de la santé mentale par la santé mentale, partir des besoins des jeunes pour les impliquer et mieux cerner leurs problématiques. Alors, par le collectif, en le vivant, par exemple, le journaliste vient un jour pour prendre une photo. Certains, 3 dans le groupe, ne veulent pas se faire prendre en photo pour une histoire de religion. On parle donc de la laïcité, du collectif, du projet, et finalement, ils apparaîtront sur la photo. Ensuite, en l'expérimentant, par exemple, ils ont raté un concours d'éloquence et le maire leur propose de faire le discours du 11 novembre.
Donc, ça les a beaucoup valorisés et ils ont parlé des 40 000 malades mentaux qui sont morts de faim pendant la guerre. Ils ont choisi ce thème. Ensuite, au niveau de la confiance en soi, quand même, ça a été extraordinaire, le pouvoir d'agir, de s'émanciper. L'importance du processus est de parvenir à rendre la chose publique. Oui. Partir des besoins des jeunes. Excusez-moi, il m'a perturbé. L'émancipation nous sort de la stigmatisation. Voilà, c'est ça qu'on voulait vous dire. Oui, et donc le dernier thème libre avait pour titre et thème les mesures coercitives de la réduction à l'abolition. D'abord, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Bertrand Deveau, je suis aide-soignant à l'hôpital Camille Claudel, en Charente. Alors, juste en introduction, alors le thème il a été cité par monsieur, les mesures coercitives de la réduction à l'abolition. J'ai vite eu le sentiment d'être désigné volontaire pour être le synthétiseur, sachant que l'ensemble du repas a constitué un tour de table de présentation. C'est-à-dire qu'arrivé au dessert, on savait à peu près qui était autour de la table. Alors, donc, ça fut d'abord une rencontre autour de la table, une vraie rencontre, basée d'abord sur l'expérience de chacun, pour se rendre compte que chacun était parti des mêmes problématiques sur cet établissement, qu'on en arrivait à peu près au même constat, et que les cheminements pour remédier à ça étaient à peu près identiques. Ce qui nous a étonné, c'est de voir que les outils utilisés dans les différents établissements étaient à peu près similaires. Notamment, en termes d'outils, sensibiliser, former et être auprès des équipes au niveau des interventions. L'outil de l'entretien post-isolement, il est nécessaire et fondamental pour comprendre comment on en est arrivé là, faire une analyse clinique et pour pouvoir après anticiper les situations pour éviter qu'elles se reproduisent, pour enrayer. La transversalité des équipes et des intervenants dans ces hôpitaux semble nécessaire aussi pour avoir une certaine forme d'autonomie et pouvoir vraiment diffuser sur l'ensemble de l'établissement. On s'est rendu compte au cours des conversations que les services ouverts, ça amenait la possibilité aux patients de pouvoir évacuer et décharger, pouvoir sortir du service, évacuer, décharger, donc éviter d'avoir à subir les troubles du comportement en intra et de se retrouver dans des situations compliquées. Ensuite, au bout de pas mal de conversations, on s'est rendu compte que le problème de base qu'on avait était un problème sémantique, c'est-à-dire, on parle de chambre d'isolement. On est à peu près tous d'accord ici pour dire que l'enfermement n'a rien de thérapeutique. Par contre, l'isolement, le retrait, l'hypostimulation, il est nécessaire, pour chacun d'entre nous d'ailleurs. Il faut du temps pour l'évolution des pratiques. Ça, c'est une donnée, voilà, il faut du temps. Les choses ne peuvent pas changer rapidement. Il faut que nous soyons nous-mêmes en capacité de gérer nos propres émotions, et de gérer nos propres compétences pour, voilà. L'exercice de la diminution des mesures coercitives demande de la créativité de la part des équipes. Il faut des initiatives infirmières pour être moteur de ça. La formation initiale des médecins est primordiale. Le PCC, outil, calaire, indispensable pour ne pas dépouiller la personne de sa parole, de son identité. L'horizontalité amène la disputation, ce qui permet le débat, et qui est la base en fait de la communication pour pouvoir diminuer les informations. Un grand merci à vous pour la qualité de vos échanges et puis la qualité des retours là, en grand groupe. C'est pas non plus toujours très facile et encore moins parfois quand on a 3 minutes de parole. Et donc, ouais, vraiment un grand merci à vous. Alors,